Ça m'amène, pour que je puisse conclure, à donner certaines stratégies mises en place pour que la balkanisation devienne un peu effective. Il y a ce que vous connaissez très bien, les brassages et les mixages. Ça, pour les gens de l'Est, le savent très bien. À travers les brassages et les mixages, on nous a infiltrés. Les militaires rwandais sont présents dans notre armée. Si vous demandez aux gens, je pense que le professeur ne va pas me démentir, sur place au Kivu, on sait identifier qui est rwandais, qui est aussi rwandais, qui est aussi congolais. Ils le savent très bien. Donc, on n'invente rien à travers les mixages et les brassages. Il y a une deuxième stratégie qu'on a montée, c'est avec les opérations conjointes congolaises et ougandaises. Je vous assure, il faudrait qu'on fasse attention pour accuser seulement les hommes politiques congolais. Il y a une forte pression sur ces dirigeants pour qu'ils acceptent n'importe quoi. Les jours où les troupes rwandaises sont entrées ici, je pense que c'était le 19, la nuit du 20 ou le 19 janvier, les pouvoirs congolais ne voulaient pas. Vous avez vu ce que le général Etumba a eu comme comportement. Nos amis anglo-saxons ont imposé et les troupes rwandaises sont entrées. Il ne faut jamais oublier cette dimension externe. C'est vrai, nous avons des complices ici à l'intérieur, mais la grande partie des responsabilités incombe à ces étrangers qui veulent à tout prix nous faire comme des esclaves sur notre propre territoire. Deuxième élément, je pense que ceux qui travaillent encore au PNUD, ils vont se rendre compte que toute l'aide qui vient de l'extérieur est orientée vers l'Est. Il y a la guerre. Et c'est là où on trouve la concentration des ONG internationales. Qu'est-ce qu'elles font là-bas? La Belgique, la France, l'Amérique, ils ont des représentants sur place. Pourquoi faire? Ça, c'est pour vous dire que le processus de la balkanisation du pays est mis en place sans les Congolais ou bien avec les Congolais. Donc, il ne faut pas être naïf. Tout ce qu'ils font, c'est une stratégie, de façon que vous verrez, oh, tel ambassadeur a inauguré un pont, telle ambassade a construit une route. Mais pour quel objectif? Quand vous faites un peu une analyse en profondeur, vous vous rendrez compte que tout est mis en place pour que dans l'imaginaire collectif des gens de l'Est, la dimension de l'État central disparaisse. Comme ça, après le temps, ils vont dire, mais vous voyez que Kinshasa ne s'occupe pas de vous, vous pouvez vous prendre en charge. Parce qu'on a fait des routes, on a fait tout. Prenez-vous en charge. Et il y a encore des leaders du Kivu, tout comme d'autres leaders de d'autres régions, qui sont prêts pour jouer ces jeux de nos amis occidentaux. Pour terminer, j'arrive à une conclusion. Il faut qu'on fasse attention. À chaque moment qu'il y a mutation sur le plan économique dans le monde, l'Afrique en particulier, bon, en général, le Congo en particulier, paye les pots cassés. Je vous parle d'abord de la première révolution, la révolution commerciale, la première révolution du capitalisme. Quand il y a une révolution commerciale, il y a eu comme conséquence l'esclavage et la traite négrière. On a pris les nègres, on les a vendus en Amérique pour faire des affaires. On était des marchandises. Et quand il y a eu la révolution industrielle, on a fait la colonisation. On n'a pas mis fin à l'esclavage ou bien à la traite négrière parce que les Blancs nous aimaient, non. Parce que le commerce des hommes coûtait beaucoup plus cher qu'avec l'industrialisation, on peut produire ce que 1000 personnes peuvent produire. Nous sommes maintenant dans la troisième révolution du capitalisme, avec ce qu'on peut appeler aujourd'hui la révolution des nouvelles technologies. Ceux qui meurent au Kivu là, d'ailleurs beaucoup ne connaissent même pas le coltan, même les usages, même les Rwandais qu'on utilise par les militaires, ils ne connaissent rien. C'est parce qu'on a besoin du coltan, et c'est ce qu'on appelle des terres rares, pour l'utilisation de la nouvelle technologie. Vous avez vos portables, vous avez des téléphones, vous avez l'application militaire. Donc ceux qui auront à avoir la maîtrise de ces nouvelles technologies, qui vont contrôler, comment dirais-je, les mines, c'est eux qui vont mener le monde de demain. Donc nous sommes victimes d'un capitalisme prédateur. Et si on ne fait pas attention, si nous restons ici, nous chamaillons comme des enfants, nous serons des esclaves sur notre propre territoire. Voilà pourquoi nous venons ici pour vous parler. Vous êtes jeunes. Il ne faut pas voir la vie aujourd'hui. Vous voyez ce que sera le Congo d'ici 20 ans, 30 ans. Parmi vous, il y aura des gens qui vont occuper des postes, il y aura des professeurs. Il faut que vous preniez conscience
Et là, j'ai dit, il faut faire attention avec tous ces discours des soi-disant amis occidentaux qui viennent nous aider pour nous développer, qui viennent nous aider pour nous en sortir. Il faut faire attention. Prenez-vous en charge, comme M. Kabila le disait, pour que le Congo redémarre, que le Congo joue son rôle au centre de l'Afrique comme une puissance. Une fois de plus, merci. Non seulement les hommes, mais également les richesses de la République démocratique du Congo, les immenses richesses de la République démocratique du Congo, ainsi que l'ont pu démontrer autrefois le professeur Kibanda et les autres. Je pense que du côté... OK. Donc, je disais, depuis 1960, des zones des insoumis, comme l'a démontré le professeur Mwaka, ont été renforcées par des opérations de brassage, de mixage et autres opérations militaires conjointes qui ont contribué plutôt à fragiliser davantage la République démocratique du Congo plutôt que de l'aider à sortir du gouffre où elle se trouve. La balkanisation, selon Freddy, est un projet savamment étudié et qui est en train de se mettre en place. Il appartient donc aux Congolais d'ouvrir l'œil et le bon et de se comporter en conséquence.